7h15, les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Les experts d'Europe 1 sont là avec vous autour de la table, avec par ordre d'apparition Alex Taylor pour nous parler d'Europe. Good morning Alex. Come on, Thomas, c'est bonjour en norvégien, mais avec les poumons remplis d'air pur. Vous allez voir pourquoi. C'est encore un indice. Axel de Tarlet qui nous parle éco. Alexandre Cara qui va nous parler du vrai rapport, de la vraie relation entre Manuel Valls et François Hollande. Et Anne Le Gall qui innove tellement qu'elle nous sort déjà ses fraises. Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Thomas. Axel de Tarlet, un chiffre effroyable. 80% des villes chinoises sont irrespirables. 80%. Oui, c'est un rapport de Greenpeace qui a analysé la qualité de l'air dans 367 villes. Alors si vous prenez les particules fines, vous savez celles qui rentrent dans les poumons, on est 4 fois au-dessus du maximum préconisé par l'OMS. Vous savez qu'à Pékin, la pollution est telle qu'on est obligé de rouler en plein phare la journée. On ne peut Parce plus. qu'on n'y voit rien. Voilà, on ne peut plus faire de sport à Pékin. Il y a eu l'Open de Chine là, à Pékin au début du mois. Zhou Wilfried Tsonga a fait un malaise. Vous avez un autre joueur qui a vomi. Dans les tribunes, tout le monde portait un masque. C'est un problème pour les expatriés américains et européens qui ne veulent plus venir à Pékin avec leur famille. Et vous savez que les Chinois, désormais, n'ont plus qu'une obsession quand ils ont fait fortune, c'est de quitter le pays avec leur famille, non pas pour fuir le régime, mais pour fuir le CO2. Mais Voilà, le gouvernement chinois ne réagit pas. Là, il y a un vrai enjeu économique. Alors si, il ordonne la fermeture de centrales à charbon. D'ailleurs, c'est vrai que ça commence un petit peu à baisser à Pékin. Et puis, il a décidé, ça c'est tout nouveau, de créer un marché du carbone pour que la pollution soit payante. Parce qu'aujourd'hui, si vous polluez en Chine, d'ailleurs c'est la même chose en France, c'est gratuit. Il faut que polluer soit payant. Et puis, donc, vous voyez, les choses bougent. Et on peut penser que Pékin sera un ardent défenseur le mois, ça c'est la bonne nouvelle, Eh oui, un dans le ardent contexte de défenseur, COP21. voilà, le mois prochain pour lutter contre le CO2 à Paris dans le contexte de la COP21. Alors Exactement. mon cher Axel de Tarlet, pardonnez-moi, mais vous c'est les problèmes, avec Alex Taylor c'est les solutions, puisqu'on Voilà, continue c'est à les parler gens marchent environnement. main dans la main avec Axel Tarlet. Ah oui. Je vous apporte les solutions à vos Pékinois, mon cher Axel. Puisque vous nous parlez de la première capitale européenne sans voiture, et c'est quasiment pour demain, c'est pour 2020. Et c'est Oslo. Alors, c'est un plan annoncé hier par le nouveau conseil municipal gauche et les Verts élu il y a un mois après 20 ans de la droite. Ils ont dit hier que des transports publics, que des vélos. Ça va changer de fond en comble cette ville de 600 000 habitants avec 350 000 voitures. C'est pas la première mesure. Non, eux, c'est la stratégie à long terme. Contrairement aux Chinois, ils voulaient réduire les gaz à effet de serre de moitié entre 90 et 2020. Donc, depuis les années 90, les voitures électriques sont totalement exemptes de TVA. Il y a 700 bornes de rechargement rien qu'à Oslo. Des parkings gratuits peuvent emprunter les voies de bus. Il y a des réductions au péage. Résultat des courses, la Norvège est le champion de la voiture électrique avec presque 20%. Anne Le Gall opine du chef. Effectivement, 20% du parc voiture et 63% des voitures électriques dans la ville. En France, c'est 0,6% les voitures électriques. Voilà. Merci pour Voilà. cette... Et si on rajoute les voitures hybrides en Norvège, ça fait même 30% du parc. Voilà, donc en 2020 on roulera propre à Oslo en Norvège, Alex. Oui, ça va être la première capitale au monde aussi, ils ont annoncé hier, à refuser systématiquement tout investissement dans les énergies fossiles. Les fonds de pension de la ville, qui pèsent quand même environ 8 milliards d'euros, ils ont annoncé ça hier, ils ont annoncé leur retrait du charbon. Donc c'est une vraie politique, et c'est une politique assez forte dans ce pays producteur de pétrole quand Je même. crois que le pollueur chinois Axel de Tarlet veut rajouter quelque chose. Oui, non mais c'est très bien, mais il y a un tout petit peu d'hypocrisie parce que vous venez de le dire, la Norvège est le champion pour extraire du pétrole. Non, mais ils Et sont à motivés. côté de ça, ils disent et nous on interdit le pétrole chez nous, mais ils en vendent dans le monde entier. Mais c'est très bien néanmoins il faut faire des de sous montrer quand les on peut, choses. Info et mise en perspective, c'est ça aussi le plus, la plus-value des experts. Alexandre Cara, si j'osais, je dirais que ça chauffe aussi entre François Hollande et Manuel Valls. On a écouté l'interview du chef de l'État hier évidemment, et on a eu le sentiment que François Hollande était beaucoup plus mesuré que son Premier ministre sur le dossier Air France, mais presque qui prenait le contre-pied de Manuel Valls. Ce n'est pas qu'une impression, Thomas. Si en réalité, sur le fond, il n'y a pas de divergence d'analyse entre les deux hommes, l'Élysée, sur la forme, considère juste que Manuel Valls aurait pu être un peu plus subtil et un peu moins brutal dans cette affaire, notamment la répétition du terme voyou, vous savez, qui a choqué une partie de la gauche. Mais ça veut dire quoi, Alexandre, que le président et le Premier ministre ne se sont pas coordonnés sur ce dossier pourtant tellement sensible? Si, ils se sont parlé quotidiennement, mais une fois de plus, le problème, c'est la forme. À l'Élysée, on considère que Manuel Valls a peut-être un peu surréagi
réagi à son retour du Japon. Et puis, le président semble avoir goûté moyennement le tempo de la nomination du conseiller social de Manuel Valls à la direction des ressources humaines d'Air France, dont je vous parlais il n'y a pas très longtemps. Vous nous l'avez annoncé ici même, avec les Exactement. experts. Une nomination qui a été annoncée en plein conflit entre la direction et les syndicats. Bon, mais est-ce que ça veut dire que Manuel Valls a, malgré lui, mis en difficulté l'Élysée? Non, Thomas, et c'est toute la magie ou le cynisme de la politique, appelez ça comme vous voulez. Politiquement, François Hollande peut remercier Manuel Valls. En se droitisant, le Premier ministre a permis à François Hollande de se recentrer, voire d'apparaître face à Manuel Valls comme le gardien de l'orthodoxie de gauche. Finalement, exactement la même stratégie utilisée par Manuel Valls aux dépens d'un certain Emmanuel Macron, l'un de ses ministres, trouvé plus à droite que soi pour finalement donner des preuves de gauche. C'est un peu good cop, bad cop, non, le bon flic et le mauvais flic Oui, sauf que là, c'est pas exactement coordonné. Si vous voulez, vraiment, il y a eu un vrai problème sur la forme et sur le fond. Et au bout du compte, ça arrange les affaires de François Hollande, qui n'a besoin que d'une chose en ce moment, c'est d'apparaître véritablement comme l'homme qui rassemble à gauche. Voilà. On va innover tout de suite et on passe à table avec vous, Anne Le Gall. Anne Le Gall, chers amis, qui est donc entrée dans ce studio avec des fraises ce matin. Anne, il va falloir nous expliquer où est l'innovation. Bigre des fraises. Des fraises, mais ce sont des En fraises octobre. comme vous n'en avez jamais mangé. Il y en Effectivement, a nous que sommes 3, en quand octobre, même. bien noté. Ces fraises ont été cueillies il y a moins de 24 heures à Paris. Et en plus, elles ont du goût. Et tout ça, c'est innovant parce que 75% des fraises que nous mangeons sont des fraises importées. Elles font en moyenne 2500 km et donc elles manquent de goût. Donc celles-ci, elles sont fraîches, locales et donc elles ont du goût. Mais vous les avez trouvées où, ces fraises du futur? Elles ont poussé dans un container dans le parc de Bercy à Paris. Alors un container adapté, hein, c'est un ancien container maritime qui contient 3500 plants de fraisiers sur des parois verticales. Les fraisiers poussent sur des substrats en plastique. Ils sont maintenus à 24 degrés avec un bon taux d'humidité. Il y Conditions a des idéales, quoi. LED, voilà, lumière violette, etc. Et pas besoin de pesticides puisqu'il n'y a pas de parasites dans cet environnement clos. Et ce mode de culture nous est proposé par deux garçons, deux fils d'agriculteurs qui en avaient assez de manger des fruits et légumes insipides. Et donc, ils ont lancé ce mode de culture en container. Ils espèrent développer la même culture pour les courgettes, les tomates, les salades. Et ça C'est-à-dire qu'il y créera a un avenir pour les métier. agriculteurs urbains, en Et quelque ben sorte? voilà, ça créera un métier agriculteur de quartier en container, puisque ces containers, ça prend la place de 2 places de parking. Ça se branche n'importe où, une prise de 120 volts, et ça consomme très peu d'eau. Bon, mais quand même, la seule vraie question, on est 2, 4, on est 6 dans ce studio, vous avez rapporté 3 fraises. Non, mais C'est ça, pas c'est lourd. parce qu'on m'a donné celle qui était mûre, et en l'occurrence, la vente est lancée dans 15 jours, donc les autres étaient vertes, et ça coûtera pas très cher, ça coûtera 3 € la barquette, donc c'est le Elles prix seront de la peut-être gariguette. meilleures à Oslo qu'à Paris quand même. Ah, Non, mais elles ont du goût, transition j'ai avec, testé. Vous les testez? Allez-y, faites-vous plaisir, bon appétit. Et puis, à demain, les experts à 7h15 sur Europe 1.